Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à cet épisode que je qualifierais de spécial de Kickstarter 101 or Not, dans lequel je vais te présenter les deux jeux Gloomhaven, fait que la boîte originale, et celle qui vient de sortir en français, là, qui est Les Mâchoires du Lion, qui est la version française de Jaws of the Lion. Dans le fond, là, ce que je vais faire, je t'expliquerai pas comment on joue à Gloomhaven. J'ai déjà fait une vidéo très courte, tu vas voir, sur Gloomhaven il y a quelques années déjà, qui explique les règles du jeu. Fait que si tu es intéressé à savoir exactement comment se joue Gloomhaven, tu peux aller là-dessus. Les règles sont quand même les mêmes à 90% entre les deux jeux. Ce que je vais plutôt faire aujourd'hui, c'est de présenter les différences qu'il y a entre les deux jeux. Fait que comment les deux jeux vont se comparer l'un à l'autre. Comme la version vient de sortir en français, tu peux te demander si c'est quelque chose qui va t'intéresser. Peut-être que tu as joué à Gloomhaven, peut-être que tu as joué à Jaws of the Lion. Tu t'intéresses si l'autre format, c'est quelque chose. Tu te questionnes en fait à savoir si l'autre format, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Peut-être que tu connais déjà très bien les deux et tu es juste curieux de savoir ce que j'en pense. Pourquoi pas? Peut-être que tu n'as rien d'autre à faire. D'une façon ou d'une autre, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter vraiment les deux jeux au niveau des différences qu'il va y avoir entre les deux. Fait que j'ai séparé ça en différentes catégories. Dis-je. Fait que allons-y immédiatement. Donc la première chose de laquelle je vais parler, on va parler surtout de Jaws of the Lion, évidemment, de nouveau. Je vais te parler des composantes. Qu'est-ce que tu as au niveau des différences entre les deux? Il y a quand même quelques petites différences entre les deux. Là, tu vois, au fur et à mesure que je te parle, je suis en train d'ailleurs de dépuncher Jaws of the Lion. Il n'est pas encore dépunché. Tu vois tous les beaux punchboards qui sont à l'intérieur du jeu. Fait que c'est une nouvelle boîte en français. Moi, j'ai déjà fait la boîte en anglais, mais ça, c'est la boîte en français qu'on vient de recevoir à la chaîne. Fait que qu'est-ce que tu as comme principale différence, je te dirais, au niveau des composantes? Tu vas avoir, au niveau des jetons, tu n'as évidemment pas le même nombre de jetons. C'est une boîte qui est plus petite, Jaws of the Lion, au cas où tu n'en étais pas certain. Tu as des petites différences de boîte entre les deux comme ça. Fait que tu as une boîte qui est plus petite, fait que tu as beaucoup moins de jetons, beaucoup moins de composantes dans Jaws of the Lion. Et tu as un insert qui est un petit peu plus fonctionnel. Tu as même un petit rack comme ça qui vient ici, qui va t'aider à classer tes différents jetons. Une fois que tu vas les avoir classés, quand je dis un insert un peu plus fonctionnel, il est un peu plus fonctionnel dans Gloomhaven. Il n'y en avait pratiquement pas d'insert dans cette espèce de gigantesque boîte-là. On va tasser ça ici, dans cette espèce de gigantesque boîte-là. Il n'y avait pas d'insert, la mienne est tout pété. Ou pratiquement pas, il y avait quelque chose de vague là, pour classer tout ça. Il fallait que tu t'arranges avec des espèces de paquets de sacs, puis de boîtes, puis de trucs pour être capable de classer tout ça. Dans The Jaws of the Lion, dans les Mâchoires du Lion, dis-je, il y a un petit peu plus d'organisation de fournis à l'intérieur, mais c'est quand même pas top. Tu vas avoir de la misère. Tu as une espèce de petit insert qui ressemble à ceci, qui est tout petit, où tu as tes différents personnages. Tu vas avoir des places pour mettre tes cartes. Tu vas avoir des endroits ici, tu as plein de petits sacs qui te sont fournis, des petits baguettes qui vont être fournis pour pouvoir classer ça. Tu vas avoir des endroits pour mettre tes monstres, mais tu vas voir que ça ne fait pas si bien que ça, dis-je, une fois que tu vas avoir classé tout ça. Tu as les roulettes qui ont été fournies dans la deuxième édition de Gloomhaven. Tu les as évidemment dans Jaws of the Lion, les roulettes pour tes points de vie, ton expérience, que tu n'avais pas dans ma première édition. Moi, j'ai pas ces roulettes-là dans la première édition de Gloomhaven. Peut-être les deux choses sur lesquelles je vais attirer l'attention au niveau des composantes, c'est dire que dans Gloomhaven, dans Jaws of the Lion, il n'y a absolument rien qui va se détruire. C'est quand même quelque chose d'important à savoir. C'est pas un jeu de type Legacy. Il y a une composante qui va se modifier de façon permanente, mais sinon, il n'y a rien qui se détruit, il n'y a pas de carte qui se déchire, fait que tu peux tout réinitialiser une fois que tu as fini de faire le jeu pour le prêter à un ami, le refaire si tu le veux en essayant les autres personnages, etc. Ce qui n'est pas le cas dans Gloomhaven. Dans Gloomhaven, si tu veux réinitialiser le jeu, il va falloir t'acheter un espèce de pack d'autocollants qui va te permettre de faire tout ça. L'autre chose que je vais dire au niveau des composantes, c'est que ton insert, on te fournit quand même une petite fiche explicative pour t'expliquer comment tout serrer à l'intérieur de la boîte. Ce qui n'était évidemment pas le cas dans Gloomhaven, qui n'avait pas le meilleur insert du monde. Pour les composantes, comme tu peux le constater, on a fait un peu le tour et il n'y a rien de particulièrement innovateur au niveau des composantes. Il y a certaines choses qui touchent à d'autres catégories sur lesquelles je vais revenir par contre. Deuxième chose duquel je voulais parler, c'est les personnages.
Jaws of the Lion, c'est un jeu qui est beaucoup plus léger dans sa façon dans sa façon d'être expliqué, dans la façon qu'il va se jouer, dans la lourdeur que le jeu va avoir au niveau de sa longévité. Fait que dans Jaws of the Lion, tu as 4 personnages qui sont tous débloqués au début de la partie. Je vais te laisser les découvrir. Mais tu en as 4 qui vont être débloqués tout au long, qui vont être débloqués dès le début de la partie, duquel tu vas pouvoir te servir. Le système de progression est le même. Tu vas commencer donc avec des cartes qui vont être de niveau 1. Tu vas pouvoir faire progresser ton personnage jusqu'à ce qu'il monte éventuellement au niveau 9. Et tu as une petite nouveauté qui sont que le jeu va se jouer va s'apprendre de façon progressive, si on veut. Fait qu'en début de partie, tu vas avoir certaines cartes qui vont être lettrées A ou B. Fait que tu sais, les petits chiffres qui est dans le haut, je sais que tu ne le verras pas de loin comme ça, mais le petit chiffre qui est dans le haut, on se rappelle pour Gloomhaven, tu commences avec 8, 9, 10, 11 cartes. Niveau 1, dépendamment de ta classe, là, tu vas commencer avec un certain nombre de cartes A qui vont se transformer éventuellement en cartes B. Et après quelques parties, on va te dire de façon définitive d'aller chercher tes cartes de niveau 1. Fait que tu vas apprendre progressivement à jouer avec ton personnage. Ta première partie avec ton personnage, tu n'auras même pas toutes tes cartes de niveau 1. Également, dans ton deck de cartes initial, tu as seulement des cartes qui vont jusqu'au niveau 4. Tu as un autre deck de cartes avec une belle carte stop qu'on va te dire d'aller ouvrir quand tu vas être rendu au niveau 5. Et là, ça va t'amener des nouvelles particularités, des nouvelles composantes, des nouveaux trucs à apprendre sur ton personnage. Une autre petite différence qu'il va y avoir, si on a ça sur un des punchboards, c'est la même chose que je vais dire à propos des vilains et à propos des héros. Tous les personnages et tous les vilains, tous les monstres vont avoir des jetons d'initiative comme ça ici quand tu vas dépuncher. Fait qu'au début de chaque tour de jeu, quand on va avoir révélé les cartes d'initiative, il y a une zone pas loin du plateau où on va pouvoir aller placer tous les jetons de haut en bas en ordre d'initiative. Fait que ça va nous faire une piste d'initiative qui est plus facile à suivre que de juste se rappeler qui avait joué selon le nombre que les cartes vont avoir à jouer. Les decks d'amélioration de cartes vont également... Tu vas avoir ton deck de départ, ton deck d'amélioration pour le combat, là, tes cartes que tu vas flipper à chaque fois que tu attaques. Tu as un deck de départ, puis ton deck d'amélioration, il est scellé, fait que tu ne le vois pas en partant. Tu vas avoir à le débloquer selon les actions que tu vas faire dans le jeu. Fait que donc, pour les personnages, l'autre chose que je vais avoir à dire, c'est qu'ils sont spécifiques à Mâchoire du Lion, à Jaws of the Lion. C'est-à-dire que les scénarios vont être bâtis avec ces 4 personnages-là en tête. Ça va paraître quand tu vas avoir le scénario qui est fait pour tel personnage. Je te dirai pas c'est quoi les personnages. Il y en a un. Même non, je te dirai absolument rien sur les personnages. Je vais te laisser les découvrir. Sache que c'est une équipe évidemment bien équilibrée et que tu peux importer les personnages qui sont dans Jaws of the Lion et les utiliser dans Gloomhaven si tu le veux. Par contre, l'inverse est moins vrai. Tu peux le faire ultimement si tu veux le faire. Mais les personnages de Gloomhaven n'ont pas été calibrés pour jouer dans les scénarios de Jaws of the Lion. Fait qu'on ne te recommande pas de le faire. Les monstres, ils fonctionnent de la même façon. Je pense que tu as 15 ou 16 monstres à l'intérieur du jeu. C'est encore des standees. Les personnages, en passant, viennent encore avec leur figurine, évidemment, que je ne te révélerai pas, sur laquelle il y a le symbole associé à ce personnage-là qui correspond au symbole que tu as sur son enveloppe. Donc, les monstres fonctionnent de la même façon. Ils ont un petit deck d'activation de monstres qui fonctionne de la même façon. Les premiers monstres que tu vas voir dans les premiers scénarios, il y a un petit deck fixe de 4 cartes. Même les premiers monstres, ils n'ont même pas de deck. Ils font quelque chose de fixe à tous les tours de jeu. Le temps que tu apprennes à maîtriser le jeu, tu vas l'apprendre de façon beaucoup plus progressive que dans l'autre version de Gloomhaven, dis-je. Il y a quelques nouveaux monstres. Il y a certains monstres qui vont revenir de la boîte de base de Gloomhaven. T'en vois aussi des nouveaux. Il y a des nouveaux boss aussi. Je pense qu'il y a 3 nouveaux boss dans les scénarios. Mais sinon, ils vont fonctionner sensiblement de la même façon. Au niveau des scénarios, c'est peut-être là que tu vas avoir le plus de différence entre Gloomhaven et Gloomhaven Jaws of the Lion. Premièrement, le nombre de scénarios. Dans Gloomhaven, tu as, si ma mémoire est bonne, mais pourquoi je parle de mémoire, je les ai juste ici, tu as 95 scénarios. Tu en as une cinquantaine ou une quarantaine qui font partie de la campagne principale, de l'intrigue principale, c'est ça, 95 scénarios. Puis tu en as une autre cinquantaine, l'autre moitié, que ça va être des scénarios soit spécifiques à certains personnages, soit des quêtes secondaires, soit des embranchements que tu n'es pas obligé de prendre ou des scénarios uniques que tu vas découvrir en entreprenant certaines actions. Fait que la façon dont les scénarios vont être construits, ça va être assez différent à l'intérieur de Gloomhaven. Gloomhaven, on se rappelle que c'est un jeu de type Legacy. Fait que tu vas déchirer des choses, tu vas débloquer des nouveaux scénarios, tu vas débloquer des nouvelles classes de personnages. Quand je parlais des personnages, tu en as juste 4 dans
Jaws of the Lion, dans les Mâchoires du Lion, mais tu en as 17 dans Gloomhaven, tu en as 6 de base, puis tu en as 11 qui doivent se débloquer. Tu vas les débloquer justement à travers le système de campagne, de scénario. Tu vas avoir des objectifs de quête, des objectifs personnels à accomplir. Quand ils sont accomplis, tu vas débloquer des nouveaux personnages, ça va donner un nouvel objectif de quête, ton personnage va prendre sa retraite. Fait que tu vas jouer vraiment sur un concept de longue durée. Dans les Mâchoires du Lion, ton personnage que tu vas prendre, tu vas le garder tout au long de la campagne. Il y a 25 scénarios dans Mâchoires du Lion. Là-dessus, il y en a, on va dire, entre 16 et 20 qui font partie de l'intrigue principale, puis tu as quand même plusieurs quêtes, soit spécifiques à des personnages, soit des quêtes secondaires que tu n'es pas obligé de faire au courant de la partie. Fait que tu as quand même beaucoup moins de scénarios, ça rend le jeu plus accessible, ça rend le jeu plus facile à passer au travers si on le veut. Dans les scénarios, comme dans Gloomhaven, tu vas avoir une espèce de map comme ça ici, une espèce de carte qui ressemble à ceci, qui est spécifiquement la ville de Gloomhaven, où tu vas avoir à aller mettre des collants dessus, qui vont être les endroits que tu vas avoir débloqués au fur et à mesure que tu vas avancer. Ça va te montrer quelles missions tu peux faire. Puis ce plateau-là te sert spécifiquement à te donner ton choix de mission. Fait que ultimement, tu pourrais prendre une feuille de cartable ou une feuille blanche à côté, puis juste noter les scénarios que tu as débloqués, ça reviendrait à la même chose. Dans Gloomhaven, tu te rappelles que tu avais un énorme plateau de jeu qui était quand même assez grand, qui ressemblait à ceci, et lui, tu avais plusieurs choses que tu mesurais là-dedans. Tant peu que je trouve ça. Tu avais plusieurs choses que tu mesurais, fait que tu avais tous les scénarios que tu débloquais, que tu collais partout, tu avais la prospérité de ta ville en bas, tu avais des achievements, donc des accomplissements que tu allais coller dans le haut du plateau qui pouvaient avoir une incidence sur l'histoire de Gloomhaven. Ça, tu n'as tout pas ça dans Jaws of the Lion, tu as juste l'aspect quel scénario avons-nous débloqué et quel scénario pouvons-nous allons faire. Le jeu se veut beaucoup plus accessible, beaucoup plus court, plus facile à prendre en main. Fait que tu vas contrôler un personnage, tu vas garder ce personnage-là tout au long de la campagne, idéalement en l'amenant à son niveau maximum. Et c'est ça, fait que c'est moins ambitieux que Gloomhaven, mais ça le rend plus accessible. L'autre différence aussi dans ces scénarios, dans son système de campagne, c'est la façon dont on va faire la mise en place des différents scénarios. C'est un gros, selon les joueurs, pour plusieurs personnes, c'est un énorme plus. Dans Gloomhaven, quand tu avais à placer un scénario, tu devais aller chercher un paquet de tuiles, comme ça ici, puis faire des agencements, puis aller placer ça, puis aller snapper ça tout ensemble pour te faire des gros scénarios, puis ça pouvait prendre la moitié de la table pour placer tes événements, puis tu avais ta table que tu mettais à tel endroit, puis la bibliothèque à telle place, tu avais un paquet de jetons à mettre, des bûches, des troncs d'arbres, etc. Dans Jaws of the Lion, quand tu vas commencer un scénario, tu vas avoir un livret qui va être comme ça ici. On doit dire que tu t'en vas faire le scénario 2, par exemple, ou le scénario 1. Mais quand tu vas prendre un scénario, tu vas tout simplement l'ouvrir et comme tu peux le constater, la map est déjà là à l'intérieur, fait que tout est déjà divisé. Si tu as des choses, si tu as des troncs d'arbres, sont déjà imprimés sur le plateau. Si tu as des chaises, sont déjà imprimés dessus. Si tu as des tables, des étagères, des corridors, des marches, etc. Tout est déjà imprimé directement sur le tableau. Fait que quand tu veux commencer, tu ouvres au scénario que tu es rendu et paf, c'est installé. Des fois, tu vas avoir des scénarios, tu te dis, ouais, mais là, ça ne doit pas être très très grand. Fait que tous les scénarios vont ressembler à ça. Des fois, tu as des scénarios qui vont prendre un petit peu plus de place. Fait que tu as un deuxième petit livret. Puis des fois, on va te dire, ben, hey, va chercher la page 3. Puis là, la page 3, comme ça ici, tu vas venir la coller quelque part sur ton scénario pour en faire une extension. Fait que ça va te permettre, un deuxième petit livret comme ça, d'avoir des scénarios qui sont un petit peu plus grands. Fait qu'au niveau de la mise en place, là, tu coupes vraiment une bonne demi-heure, un bon 20 minutes à chacune de tes parties parce que le jeu se place beaucoup plus rapidement. L'iconographie aussi, pour ceux qui ont joué à Gloomhaven, est beaucoup plus facile pour savoir quel ennemi tu dois placer où selon le nombre de joueurs que tu as. Là, c'est vraiment juste 3 lignes, une au-dessus de l'autre, fait que 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, avec un code de couleur, jaune ou blanc, selon si c'est un ennemi normal ou un ennemi d'élite. Donc la carte, j'en ai placé, j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire. Puis ça, c'est au niveau des composantes, au niveau de la mise en place, c'est un peu ça les différences que tu vas avoir dans le jeu. Fait qu'un jeu plus simple, plus compact, plus facile à rentrer dedans, moins de personnages, moins de complexité. Au niveau des scénarios, tu as un concept de scénario d'introduction. Fait que tu as un petit guide d'apprentissage comme ça à l'intérieur du jeu où tu as 5 parties à jouer qui vont te présenter graduellement les règles. Pour un joueur d'expérience de Gloomhaven, ces 5 scénarios-là ne seront pas extraordinaires parce que dans le premier scénario, par exemple, tu n'as pas de carte de modificateur de combat, tu n'as pas de statut à l'intérieur du jeu, tu ne pourras pas faire de stun ou de désarmer ou des trucs comme ça. Tu vas les apprendre graduellement. C'est juste dans le scénario 2 que tu vas commencer à avoir des pièces de monnaie qui vont tomber, que tu peux piller
sur le plateau. C'est juste dans le scénario 3 qu'on va t'expliquer les trucs d'effet de zone, des trucs comme ça. Fait que tu vas apprendre tes règles graduellement. Par contre, si tu es un joueur qui est inexpérimenté ou qui n'a jamais joué, puis qui rentre dans cette boîte-là, ben, chaque scénario rajoute 2-3 règles, puis au bout de 5 scénarios, tu as l'ensemble des règles de Gloomhaven avec le deck d'initiative des ennemis, comment ils fonctionnent, les malédictions, les bénédictions, les événements de ville, etc., etc. Fait que ça fonctionne très très bien pour apprendre le jeu. Ça va être un peu bland, là, si je peux me permettre. Là, ça va être un peu fade pour quelqu'un qui connaît très bien Gloomhaven parce qu'il va maîtriser ça sur le bout de ses doigts, mais ça permet d'apprendre le jeu très très facilement. Soit dit en passant, il y a 25 scénarios en plus des 5 scénarios d'introduction. Les autres différences qu'il va y avoir, tu vas avoir quelques différences au niveau des règles. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai noté 7 différences. Il y en a peut-être d'autres dans le livret de règles. Mais j'ai noté quelques différences au niveau des règles. Il n'y a rien qui est particulièrement majeur, mais ça enlève, pour moi, tout le moins, ça a enlevé certains irritants que j'avais à la longue avec Gloomhaven. Premièrement, il y a deux règles qui vont changer au niveau de l'attraction des monstres, sur quoi les monstres qu'est-ce que les monstres vont viser comme cible, vont prendre comme cible. Là, je te le résumerai pas, là, il peut y avoir des thèses de doctorat qui s'écrivent sur le focus des monstres à l'intérieur de Gloomhaven, tellement qu'ils ont mis ça compliqué dans le premier jeu pour rien, puis qu'ils l'ont complexifié au fur et à mesure qu'il y avait des facts qui sortaient. Mais là, ils ont simplifié ça un peu. Tu as un système relativement simple à regarder pour voir qu'est-ce que je dois cibler, où est-ce que le monstre y va, etc. Et tu as, en plus de ton guide d'apprentissage, un petit guide de référence, un petit glossaire qui va te permettre de retrouver toutes ces règles-là rapidement. La deuxième chose qui va changer, c'est la ligne de vue qui est beaucoup plus simple que dans le Gloomhaven. La ligne de vue, c'est simplement si je trace de n'importe quel coin de l'hexagone sur lequel je me trouve à n'importe quel coin de l'hexagone où je vise, je vois. La seule chose qui bloque, c'est les murs, les portes fermées, les ennemis, les tables, etc. Il n'y a rien qui bloque de ça. Fait que ça, c'est plus simple. Ils ont changé aussi un petit peu le système d'avantages-désavantages, dans le sens que des fois, tu étais dans une situation où tu avais l'avantage, fait que tu flippais 2 cartes, puis là, tu avais des séries de cartes, mais tu savais pas trop c'était laquelle qui était la plus efficace entre les deux, fait que tu étais toujours obligé de prendre la première dans le Gloomhaven initial. Si par exemple, je me ramasse en qu'est-ce qui est mieux entre un +1 désarme puis un +2 stun, qu'est-ce que je vais décider, ou un +2 poison, ou un +1 wound, qu'est-ce que je veux préférer. Là, dans celui-là, on te donne le choix de choisir lequel des deux tu veux, c'est la même chose si tu as le désavantage. Une autre grosse différence entre les batailles, tu peux échanger tes items. Fait que si je trouve une épée et je suis un chien, mais je peux la donner à quelqu'un d'autre, ce que je ne pouvais pas faire dans Gloomhaven, puis c'était vraiment bien brillant comme règle. Mais là, maintenant, tu peux toujours pas échanger ton argent, mais tu peux échanger ton équipement. Et même quand tu ouvres un coffre pendant une partie, tu peux tout de suite équiper cet équipement-là et t'en servir pendant le scénario que tu es en train de faire. Tu n'es pas obligé d'attendre à la fin pour le changer. Ça peut te faire passer au-delà de l'équipement maximum que tu peux avoir pendant ton scénario, puis c'est correct, tu as le droit de t'en servir quand même dans le scénario. Il y a certaines affaires qui vont aller contre les joueurs, les monstres. Quand ils vont looter, quand ils vont faire l'action de piller dans Gloomhaven, normalement, puis il y a juste les pièces qui traînaient autour d'eux autres, là, ils vont piller aussi les trésors s'il y en a. Fait que des fois, tu vas avoir plus de difficultés à aller chercher les trésors. Et les monstres qui sont invoqués vont aussi laisser des pièces quand ils sont tués, plutôt que juste les monstres qui étaient sur le plateau initialement. Fait que si tu affrontais une créature qui a la capacité d'invoquer d'autres créatures, on se rappelle des Ouzes dans Gloomhaven, ben, il y a juste celle qui était là originalement qui laissait des pièces, qui pouvait être un enfer des fois à calculer qui était là avant, qui est apparu en cours de route, etc. Là, tu n'as plus besoin de faire ça. Tous les monstres laissent une pièce quand ils meurent, tout simplement. Ils ont également enlevé les événements de route, parce que tous les scénarios se passent à l'intérieur de Gloomhaven. Mais comme ils ont fait que les événements de route, c'était des cartes que tu pigeais entre les scénarios quand tu te déplaçais d'un lieu à l'autre, puis tu avais une petite affaire qui pouvait arriver, tu rencontrais quelqu'un, il y avait une pluie d'acide qui te tombait dessus, tu commençais le prochain combat empoisonné, ou wound, ou immobilize, où tu trouvais les fameuses petites baies, ou les oiseaux qui passent, que tu as donc eu le choix de décider si t'es tiré ou pas. Bon, ben là, tu n'as plus ça, ces événements-là, parce que tu restes toujours à l'intérieur de Gloomhaven. Toute la campagne est à l'intérieur de Gloomhaven. À la place, tu as des événements de ville, qui étaient également dans Gloomhaven, mais qui étaient optionnels. Là, tu es obligé de les faire. Ça remplace les événements de route. Et pour vrai, ça fait pas mal le tour des différences qu'il va y avoir entre Gloomhaven et Jaws of the Lion. Fait que, comme tu le vois, le système de règles, il est le même. C'est juste que tu vas l'apprendre plus graduellement.
plus lentement, il va donc être plus facile à maîtriser. Ils ont été un petit peu sablés les règles de la ligne de vue, puis sablés les règles de la prise de décision des monstres, ce qui rend le jeu plus fluide, plus facile. Les scénarios sont bâtis avec ces 4 personnages-là, ces 4 personnages-là spécifiquement en tête. Ce qui fait que les scénarios, il y a moins de problèmes d'équilibre qu'il peut y avoir, ou il y a moins de super combinaisons, de mauvaises combinaisons qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de Gloomhaven. Et comme tu as des scénarios d'introduction qui t'apprennent le jeu, puis ensuite tu n'as pas énormément de scénarios, puis les scénarios sont relativement courts, les maps sont un petit peu plus petites que dans Gloomhaven, mais ça permet de passer au travers de la campagne dans un temps qui est raisonnable. Par contre, c'est pas un jeu qui a l'ambition de Gloomhaven. Tu débloques pas de nouvelles classes. Tu n'auras pas des millions de cartes d'événements que tu rajoutes à l'intérieur de tes cartes d'événements de ville. Tu ne changeras pas le destin de la ville nécessairement dans laquelle tu te trouves en allant coller des achievements sur le plateau selon les fins des différentes trames narratives que tu as poursuivies à l'intérieur du jeu. Tu n'auras pas ces aspects-là. Mais tu vas avoir tout le reste que Gloomhaven t'offre dans une petite boîte. Mine de rien aussi, je souligne quand même que c'est un jeu qui est à peu près le tiers du prix de Gloomhaven, puis tu as quand même une vingtaine de parties à l'intérieur de la boîte, puis tu peux en avoir 25 si tu décides de faire tous les scénarios. Dans notre cas, il y a certains scénarios optionnels qu'on a moins aimés, fait qu'on a décidé de ne pas les faire. Mais il y a plusieurs scénarios qui s'offrent à toi, puis tu as quand même une campagne d'une vingtaine de parties, pour des parties qui vont durer, je te dirais, calcul entre 1h30 et 2h30 selon le nombre de joueurs que tu as. Si vous êtes 2 joueurs, 1h15, 1h30, 3 joueurs, peut-être plus 2 heures, 4 joueurs, 2h30, peut-être 2h45, selon le nombre de joueurs que vous êtes, mais ça se fait relativement bien comme flow. L'histoire est correcte, c'est connu sur la chaîne que je ne suis pas un grand fan de l'écriture qui est à l'intérieur de Gloomhaven, mais l'histoire est quand même correcte, c'est intéressant. Puis les classes sont vraiment aussi intéressantes. Là, j'ai été surpris comment ils ont réussi à aller chercher des nouvelles mécaniques surprenantes. Ça m'emballe beaucoup pour Frosthaven, qui va être la suite officielle de Gloomhaven. Donc, il va y avoir aussi des nouvelles classes et tout ça. Fait que, jugement final, c'est un excellent produit. Tu as des classes intéressantes à essayer. C'est facile à rentrer dedans. Il se joue, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est familial, mais il se joue de façon plus familiale que Gloomhaven parce qu'il est moins ambitieux et c'est plus facile à rentrer dedans. Fait que si tu te demandais si tu voulais essayer un jour Gloomhaven, essaie donc Jaws of the Lion. Si tu tripes, puis tu capotes, puis tu te dis hey, j'aimerais jouer à ça, mais en plus, mettre ça dans un système legacy avec plein de classes à développer, puis des codes secrets, puis des trucs comme ça, la boîte de Gloomhaven peut-être te parlera tel. Sur ce, moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que ça t'a apporté un minimum d'informations. Fait que tous ceux qui t'ont dit que Jaws of the Lion, c'est une version light de Gloomhaven, c'est exactement ça. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, lance-toi là-dessus. Fait que moi je te dis ciao. Si c'est pas encore fait, viens t'abonner à notre chaîne YouTube, viens nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, viens nous supporter sur Patreon pour pouvoir accéder à notre Discord, pour pouvoir jaser avec nous autres et pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel qui en espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.